la conférence que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une conférence extrêmement grand public. J'ai regardé quelques conférences qui ont été faites dans le cadre d'Armor Science. Il y avait des conférences très, je dirais, scientifiques. Ça ne va pas être le cas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu que vous avez déjà eu une conférence sur l'hydrogène, vous avez déjà eu une conférence sur la chimie des batteries. Donc j'aurais pu, alors si vous avez des questions, pas de problème, je pourrais répondre à toutes ces questions-là, mais en fait, quelque part, si vous prenez un peu de temps et que vous allez voir dans les conférences que vous avez déjà eues, il y a beaucoup de choses qui permettent de mieux comprendre, mais plus à la racine, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc ce que j'ai prévu, j'espère qu'on aura du temps pour les questions, parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'avais un voisin qui commençait à me parler des problématiques du rapport du GIEC et que les véhicules électriques, c'était pas la solution, etc. Je suis sûr que vous avez tous un avis là-dessus, c'est évident, et que vous allez me poser des questions. Mais je vais quand même, avant, faire la conférence, comme ça va vous permettre, je pense, d'avoir un peu plus de perspective, j'espère, et ensuite de poser, je dirais, des questions de manière peut-être un peu plus éclairée. Donc, bon, je vais dire quelques mots sur le groupe Renault. Bon, vous connaissez bien évidemment ce groupe qui a 120 ans, et j'ai choisi 3 thèmes. Alors, il y a plein de choses, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, mais ceux-là m'ont paru les plus pertinents. Le premier, c'est la transition énergétique, et ça va occuper presque les 2/3 de la conférence, avec la description des choix technologiques et leur comparaison en termes d'impact CO2. Alors, on ne va pas parler des autres impacts, l'eutrophilisation, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Il y a beaucoup plus d'impacts quand on fait des analyses de cycle de vie, mais là je vais me concentrer sur ce qu'on appelle l'équivalent CO2 de toutes ces technologies qu'on va regarder, je dirais, en relatif. Ensuite, il y a une autre évolution qui est en cours, c'est le véhicule communicant, et donc je vais y passer un peu de temps. Et puis, quand je fais des conférences, qui m'arrivent quand même assez souvent, je finis toujours par la sécurité, parce que je veux vous sensibiliser à votre rapport à la conduite, tous, pour bien vous expliquer ce qu'aujourd'hui la sécurité veut dire en termes de comportement, puisqu'en fait 92% des accidents sont d'origine humaine. Et donc c'est un point important. Alors on fait beaucoup de choses dans les voitures, je vais pas dédouaner les constructeurs, mais quand même le point important c'est le comportement. Donc voilà pour le programme. Bon, le groupe Renault, bon, quelques chiffres. Alors le but c'est pas de les retenir, mais on pourrait penser, Renault, c'est une des plus grosses entreprises en France, mais en fait, c'est un nain automobile. Faut que vous sachiez, on fait 2,3, on a fait l'an dernier 2,2 millions d'automobiles, on va en faire 2,5. Les géants sont à 6, 7, 8 millions d'automobiles. Toyota, Stellantis, General Motors sont beaucoup plus gros que nous. Donc on avait en tout cas une difficulté de taille. En plus, il y avait une alliance Renault-Nissan qui s'est déroulée, mais dont, je dirais, l'ensemble des fruits n'ont pas été tirés, ce qui fait qu'on a eu, malgré tout, en 2020, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré le groupe, beaucoup de difficultés avec une perte de près de 7 milliards d'euros en 2020, et donc il a fallu redresser la boîte. Donc c'est 52 milliards de chiffre d'affaires, c'est une marge opérationnelle, heureusement, on est revenu dans le vert, de 4,1 milliards. On a fait 8% de marge opérationnelle à peu près. Alors dans l'automobile, c'est plutôt moyen, je dirais, c'est moyen correct, et on veut aller vers 10% de marge opérationnelle. Vous voyez, on a généré un free cash flow, donc de l'argent lié aux opérations de près de 3 milliards d'euros. C'est très important parce que vous allez voir que toutes les technologies que je vais vous montrer, il faut forcément dépenser de l'argent pour investir en recherche-développement, en outillage, ce qu'on appelle les CAPEX, de manière évidemment à les proposer à nos clients. Et c'est un groupe qui fait 106 000 collaborateurs. Il y a 5 ans, on était plutôt 160 000. Donc vous voyez que donc la vie n'est pas rose tous les jours, hein. Quelquefois il faut baisser les coûts fixes, améliorer les produits, de manière à améliorer les choses. Et on est une opération, il y a 34 usines dans le groupe, et on opère Europe, Amérique du Sud, Afrique, enfin à peu près partout, sauf aux États-Unis. Alors
vous savez, beaucoup d'entreprises maintenant fonctionnent dans ce qu'on appelle une raison d'être. Et donc notre raison d'être, elle est claire, on a 3 axes. D'abord et avant tout, et là je ne vais pas vous surprendre, la neutralité carbone, ce qui, vous l'avouerez, quand on vient du combustible fossile n'est pas évident, mais on a un engagement et on le mesure chaque année. La paye de mon patron Lucas Demeo et la mienne aussi d'ailleurs, enfin les bonus en tous les cas sont basés là-dessus. C'est-à-dire que si on ne tient pas notre courbe de baisse de CO2 par véhicule vendu, on n'a pas nos bonus, donc on y travaille beaucoup. Alors c'est pas évidemment l'argent qui motive, mais un peu quand même. Mais malgré tout, on a un objectif extrêmement fort de neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde. Deuxième élément, c'est tout ce qui est sécurité. C'est un point important. Évidemment, sécurité de nos collaborateurs, mais également sécurité de l'ensemble de nos clients, puisqu'on veut aller vers le zéro accident, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis, un point dont je ne vais pas parler, c'est tout ce qui concerne l'inclusion, mais c'est un point fondamental. C'est évidemment l'inclusion au niveau des femmes. Il y a notamment dans le monde technique et scientifique un déséquilibre énorme, et notamment en mécanique. Si vous voulez, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, vous avez 20% de femmes, donc pour arriver à une parité 50-50, c'est pas évident, mais on s'y emploie quand même. Et puis également, on veut proposer, vous avez peut-être vu des pubs à la télé, là, Dacia vient de lancer, vous savez, quelqu'un qui a une promesse d'emploi, Dacia file la voiture, et en fait, on décale de toute la durée de la période d'essai le début des remboursements de la voiture. Donc c'est une petite innovation, mais c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important, puisque le groupe Renault, c'est un groupe qui est ce qu'on appelle populaire, une pop brand, comme on dit en anglais, et le but, réellement, c'est de garder la liberté de mouvement accessible à tous, et c'est un point, vous allez voir avec le panorama des technologies que je vais vous montrer, qui est vraiment pas évident, parce qu'évidemment, tout ça coûte un peu cher. Alors, la transition énergétique, on va le faire en 2 parties. Première partie, je vais balayer les technologies, vous inquiétez pas, il y a des films, donc je vais les dérouler, puis je vais commenter les films, et ça va vous permettre un peu de regarder le matériel technique qu'on embarque à bord des voitures. Puis après, on comparera les technologies sous l'angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'équivalent CO2, et donc de leur impact sur, je dirais, le réchauffement climatique, même si ce n'est pas le seul qui compte. Alors, d'abord, le panorama des technologies. Premier évident, c'est le 100% électrique. Là, vous avez la plateforme de la Renault Mégane avec son moteur et puis son électronique de puissance. Donc là, je vais vous passer un film du Scénic. Jean-Marie, tu as eu sympathie de dire qu'à Genève, on a eu le prix de la voiture de l'année. Et c'est un point qui est pour nous extrêmement important. Et pour nos commerçants, on a un commerçant dans la salle qui a fait la sympathie de venir m'écouter là. Et je pense que c'est un point important. Donc voilà la voiture en question. Elle est dans... Je fais pas de pub, j'ai pas de carnet de commandes, j'ai rien du tout, hein, vous inquiétez pas, mais ceci étant, lui, il en a. Voilà. Donc voilà le nouveau Renault Scénic. Donc c'est une plateforme purement électrique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre de moteur thermique dans cette plateforme. Et là, maintenant, on va voir un peu comment elle est foutue. Donc une plateforme électrique, c'est ce qu'on appelle un skateboard. Donc vous avez, entre les 2 essieux, vous avez ce bleu là qui est le pack batterie, vous le voyez. Vous avez ici le moteur électrique qui est un moteur électrique de 220 chevaux, 160 kW. Alors ce qui est génial avec l'électrique, c'est que vous avez le couple instantané. Alors ce moteur est un peu particulier parce qu'il n'a pas de terres rares. Vous savez que pour faire le champ magnétique, généralement on met des terres rares, et là c'est un double bobinage. Vous pouvez deviner que dans le rotor là qui tourne, vous avez du cuivre. C'est parce qu'on vient exciter le rotor, on excite le stator, et donc comme ça on peut manager les 2 champs électriques, ce qui permet d'avoir des rendements qui sont meilleurs. Vous avez toute l'électronique de puissance, les onduleurs, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais cette partie supérieure, l'électronique de puissance, c'est 80% du coût de la chaîne de traction. Donc le moteur lui-même ne fait que 20%. Là vous avez le pack batterie. Donc le pack batterie, c'est un pack, celui-là, qui fait 87 kWh. Là aussi, je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Et là, vous avez des modules. Vous voyez, 87 kWh, 12 modules, 192 cellules. Vous avez un arrangement électrique particulier de manière à avoir 400 volts
de tension. Chacune de cellules fait 4 volts, de tension. Et donc, ce pack, il est refroidi ou chauffé suivant le mode de fonctionnement, parce que vous savez que la conductibilité ionique suit une loi d'Arrhenius, et donc tous les 10 degrés, la cinétique se double ou est divisée par 10. C'est pour ça que les véhicules électriques, quand il fait très très froid, malheureusement, ça marche moins bien. Là, vous avez un interrupteur haute tension en cas de choc, de façon à ce que tout se coupe, et j'y reviendrai un petit peu plus tard à la fin, ce qu'on appelle le fireman access, c'est-à-dire l'accès à un tuyau pour que les pompiers, en cas de crash, puissent complètement noyer la batterie et éviter le feu. Donc ça, c'est... bon, à l'avant, vous avez 2 trains, un train multibras à l'avant, un train McPherson. Vous avez bon, après, c'est autre chose. Donc je vais arrêter le film là, parce que je voulais juste vous montrer le mécano de la partie... bon, là, évidemment, on vante toute la direction. Bon, après, si vous avez des questions là-dessus, pas de problème, c'est ma spécialité. Hein. Donc, on pourra en discuter. Mais voilà, en gros, qu'est-ce qu'il y a sous une voiture électrique? Alors, le point important, je vais faire un petit arrêt sur image et vous aviez eu la conférence sur sur la chimie des batteries. Aujourd'hui, il y a 2 grandes chimies. Une chimie qu'on appelle, alors qui se définit beaucoup par la chimie à la cathode. Hein. Vous avez une chimie qui s'appelle NMC, nickel, cobalt, manganèse, et une chimie qui s'appelle LFP, lithium fer phosphate. Et donc, en gros, ces 2 chimies, alors il y en a une qui est beaucoup plus énergétique, NMC, qui fait environ, allez, retenez, 700 Wh par litre. Donc 0,7 kWh par litre. 1 litre de pétrole, c'est 10 kWh. Donc, d'accord, 700 Wh par litre, et dans 1 litre de pétrole, vous avez 10 kWh. Alors après, il faut multiplier par les rendements. Toute la chaîne de traction que je vous ai montrée, c'est un rendement à peu près de 0,92, alors qu'un très bon moteur thermique, on a un motoriste dans la salle, j'espère, où il est Denis là, on a un motoriste dans la salle, j'espère qu'il va, mais un très bon moteur thermique, c'est 40-42% de rendement, et encore, c'est vraiment un très bon moteur. Donc vous voyez bien que le problème d'une voiture électrique, ça va être la quantité d'énergie qu'on peut mettre, parce que si je caricature, quand vous partez avec une voiture électrique, en tout cas pour des énergies de l'ordre de 60-65 kWh, c'est comme si vous partiez avec la jauge allumée d'une voiture à essence. Je caricature un peu, mais l'idée c'est comme ça. Donc le vrai défi, c'est d'arriver à mettre de l'énergie à bord de manière à garder de l'autonomie, tout en ayant évidemment des voitures qui soient le plus abordables possible, et ça, c'est pas évident. C'est quasiment gagné pour les petites voitures, mais pour les grosses voitures, vous voyez des monstres sortir à 2 tonnes, 2 tonnes 2, et là, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui tiendra pas longtemps, parce que ce sont des quantités de masse et de mise en œuvre de matière extrêmement importantes pour, somme toute, quelquefois, juste déplacer une personne, et ça fait pas grand sens. Alors, ce slide de transition, c'est pour vous dire qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir. On voit au niveau mondial encore beaucoup de moteurs à combustion interne. Je vous ai montré l'électrique. Vous voyez qu'au niveau mondial, en 2040, on voit à peu près 40, on ne sait pas trop en fait, 40 à 50 de véhicules électriques dans le monde. Tout le reste, donc 60%, ce sera du thermique. Alors du thermique hybridé, pour la plupart d'entre eux, et on va y arriver, mais également, ça peut être aussi dans certains pays, en Afrique, les pays émergents, du thermique, je dirais, assez classique. Alors, quelles sont les technologies, je dirais, alternatives? La première, c'est ce qu'on appelle le full hybride. Ça a été, le pionnier était Toyota, avec la Prius, vous connaissez tous. Un véhicule full hybride, alors le niveau d'hybridisation ou d'hybridation se caractérise par l'énergie à bord. Vous partez, ce que vous avez tous sur vos voitures, du stop on start. Là, vous arrêtez le moteur, mais vous n'avez pas d'énergie à bord. Après, vous avez un mild hybride. Là, vous mettez quelques centaines de wattheures. Évidemment, vous ne pouvez pas rouler en électrique, mais ça aide, ça soulage le moteur, et donc ça permet de baisser l'énergie. Ensuite, vous passez au full hybride, celui-là. Là, vous avez entre 1 et 2, suivant la taille des voitures, entre 1, sur une Clio, vous avez 1 kWh de batterie, et sur un Austral, par exemple, vous avez 2 kWh de batterie. Et là, vous voyez 2 kWh. Là, vous pouvez faire du roulage électrique
quand la voiture est déjà lancée, ou démarrer la voiture en électrique, et en tout cas, continuer beaucoup plus à soulager le moteur, puisqu'évidemment, vous avez plus d'énergie, et donc vous pouvez vous arranger pour que le moteur fonctionne dans des points de rendement où il est bon. Parce que le problème d'un moteur et le problème d'une voiture, c'est que c'est pas comme un avion. Un avion, une fois que ça a décollé tout le long du voyage, vous avez un rendement qui est toujours le même parce que le point de fonctionnement, c'est toujours la même chose pour le réacteur. Alors que dans le cas d'une voiture, bah, vous voyez bien, vous freinez, vous accélérez, etc. Et donc le point de rendement, ce qu'on appelle les ISO-CS, dépendent beaucoup du mode de fonctionnement du moteur. Et donc plus vous avez l'énergie, bah, plus vous pouvez je dirais, moduler et vous arranger pour que le fonctionnement du moteur soit le plus favorable possible. Donc je répète, 0 kWh de batterie pour le stop and start, quelques centaines de wattheures pour le mild hybride. Là, vous êtes en full hybride de 1 à 2 kWh. Et ensuite, vous avez le plug-in hybride qui va de 10 à 20 kWh de batterie. Et ensuite, évidemment, vous avez le véhicule électrique pur dans lequel il n'y a pas du tout de moteur thermique. Donc là, voilà un exemple de full hybride. C'est un produit qu'on a lancé il y a une année maintenant. Ah ben, il faut que je lance le film. Et là, par rapport à ce que je vais montrer tout à l'heure au moteur électrique, bah, c'est déjà beaucoup plus compliqué, techniquement. C'est pas forcément plus cher, mais vous avez forcément 2 moteurs ou 3 moteurs. Là, en l'occurrence, vous avez... vous allez le voir, vous avez 2 moteurs. Vous avez un moteur thermique, là c'est un 1,2 litre, 3 cylindres, injection directe, très optimisé, moteur turbo à géométrie variable, cycle de Miller, enfin vous avez vraiment un rendement qui est excellent. Vous avez un moteur thermique, vous l'avez vu, là vous avez la batterie sous la voiture de 2 kWh dont je vous ai parlé. Et évidemment on s'arrange pour que ça ne gêne pas l'habitabilité à l'intérieur de la voiture. Et là, ensuite, vous avez des modes de fonctionnement qui sont relativement variés et différents. Donc là, toute cette technologie démarre en 100% électrique. C'est-à-dire quand vous partez, vous êtes en électrique, toujours. Le système a 2 rapports électriques et 4 rapports thermiques. Donc ça fait un nombre de combinaisons important. Et à tout moment, le système va aller chercher le point optimum d'énergie de manière à ce que vous consommiez le moins possible. Donc vous avez 5 modes possibles. Un mode 100% électrique. Alors dans cette voiture-là, évidemment, vous faites, quand la batterie est complètement chargée, vous allez faire 4-5 km. C'est comme la Toyota, en full hybride, vous faites quelques kilomètres en électrique. Je dirais que le principe même, vous pouvez le faire. Par exemple, vous voulez quitter chez vous sans faire de bruit, bah vous appuyez sur le mode électrique, votre voiture est chargée et puis vous partez sans faire de bruit. Et là, à chaque fois, vous avez de la récupération. Alors, j'entends souvent les gens dire « Ah bah ouais, le full hybride, c'est génial parce qu'on n'a pas à brancher. » Oui, mais l'énergie, vous ne la créez pas. C'est un système. Donc évidemment, quand vous rechargez un full hybride, c'est parce que la voiture décélère. En gros, il faut que vous montiez la pente avec le moteur thermique pour qu'ensuite, quand vous la descendiez, vous rechargiez la batterie. Après, vous avez différents modes. Le mode dynamique, vous cumulez, bon, vous avez besoin de dépasser, comme là, bah, vous cumulez le couple du moteur thermique et le couple du moteur électrique. Ce système est un peu particulier, puisque c'est un système pour améliorer le rendement, qui est un système à boîte qu'on appelle à crabot, c'est-à-dire en fait vous n'avez pas d'embrayage, vous n'avez pas de convertisseur, donc il n'y a aucun frottement. Et donc le système est un peu sioux, puisque vous avez un moteur à l'intérieur de la boîte de vitesse qui va entraîner l'arbre et le moteur thermique de manière à le mettre à la même vitesse que le moteur électrique et ensuite de faire ce qu'on appelle un dog clutch, donc une boîte à crabot. Et donc vous imaginez, il faut que ça soit extrêmement précis, puisque quand vous allez marier les deux, il faut que les vitesses de rotation soient les mêmes, et puis vous allez engager 2 dents qui tournent à des vitesses extrêmement élevées, 2 pignonneries, et évidemment, il ne faut pas que ça craque. Donc voilà la deuxième technologie, enfin, moteur électrique, hybride. Le deuxième, c'est tout ce qui est, la troisième, c'est tout ce qui est le plug-in hybride, PHEV. Donc le plug-in hybride, bah, c'est un peu le même principe, sauf que la batterie est beaucoup plus grosse et que vous pouvez charger la batterie et donc avoir en usage normal, à condition de la charger, évidemment, je dirais un usage électrique qui soit beaucoup plus grand. Donc là, vous avez toujours un moteur thermique et toujours un moteur électrique. Vous avez des batteries
de plus grande capacité. Je vous l'ai dit, tout à l'heure on était 1 à 2 kWh, là on est à 10 à 22 kWh. En l'occurrence sur cette voiture, c'est celle avec laquelle je suis venu, là elle est sur le parking, elle n'est pas encore lancée. Vous avez 22 kWh de batterie, donc évidemment le prix monte, puisque malheureusement le kilowattheure de batterie c'est quelque chose qui n'est pas donné, on est de l'ordre de 120 à peu près euros du kilowattheure. Donc vous voyez tout de suite les centaines d'euros qui s'alignent. Par contre, vous avez une capacité de roulage, donc là vous avez une capacité de roulage quand on est à 22 kWh de 100 km. Et là j'ai chargé cette nuit, tout le week-end, depuis ce matin je roule en électrique et je n'ai pas démarré le moteur thermique. Donc là on va le lancer sur le nouveau Rafale et voilà la technologie que vous avez dedans. Donc là, tout à l'heure, vous aviez 2 moteurs électriques, un pour synchroniser le moteur et l'autre, c'était un moteur électrique de traction. Là, vous avez 3 moteurs électriques. C'est-à-dire vous retrouvez le système que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, on l'a adapté pour avoir un peu plus de puissance. Vous avez une boîte automatique qui a une capacité de couple qui est plus élevée. Vous avez le moteur de traction, le même que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'alternodémarreur qui permet de synchroniser les deux. On a une grosse batterie de 22 kWh et derrière, on met un moteur électrique. Donc là, vous voyez, dans cette technologie-là, vous avez 3 moteurs électriques et vous avez une capacité 4x4 puisque en fait, les deux essieux sont moteurs. Alors évidemment, ils sont moteurs sur demande si vous voulez monter dans une station de ski ou autre. Par contre, vous avez aussi une capacité de moduler. Dans un usage normal, le système est intelligent et va chercher là encore le point d'énergie minimum pour diminuer, je dirais, la consommation. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, le système se charge, il faut brancher, c'est pour ça que ça s'appelle plug-in en anglais. Vous le chargez et là, vous pouvez passer en mode électrique, comme c'est indiqué là, et vous allez jusqu'à 100 km en mode électrique, à condition d'être chargé. Ensuite, en fonction des conditions d'usage, quand vous faites le mode auto, vous ne mettez pas un mode sport, le truc se débrouille, vous vous occupez de rien. Mais là, en fonction des conditions, vous voyez, en dessous de 70 km/h, la motricité est assurée par les roues avant et au-dessus de 70 km/h, ce sont les roues arrière. Quand vous roulez peinard, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est les points de rendement qui sont les points de rendement les meilleurs points de rendement au niveau du moteur. Et jusqu'à 135 km/h, vous pouvez rouler, donc sur autoroute, vous pouvez rouler en mode électrique pur, évidemment, tant que la batterie est chargée. Si vous voulez ajuster vos performances moteurs, vous pouvez aller en 4 roues motrices et vous pouvez passer en mode sport. Et dans ce cas-là, en mode sport, tous les moteurs s'additionnent et là, vous avez un 300 chevaux, donc vous avez une voiture qui fait 6 secondes de 0 à 100, donc si vous avez besoin de dépasser, je dirais qu'il n'y a pas trop de difficultés. Donc voilà, donc vous voyez, plug-in hybride, 3 moteurs, une grosse batterie de 22 kWh, donc 100 km d'autonomie, donc évidemment, c'est pas donné. Parce qu'il y a du matos dedans, quoi. C'est pas donné. Alors le plug-in hybride, il est décrié de tout le monde. Mais vous savez, ce qui a tué le plug-in hybride, c'est que dans la logique d'homologation, en fait, vous faites le cycle de l'homologation et vous le faites 2 fois. Et vous le faites une fois batterie pleine et une fois batterie déchargée. Évidemment, avec 100 km d'autonomie, vous faites le cycle complet. Ensuite, vous le refaites batterie déchargée. C'est une voiture, ça, qui fait 0 en usage en électrique et qui fait 5,5 km en thermique. Mais quand vous les mélangez les deux et que vous faites un prorata, vous arrivez à des valeurs qui sont, entre guillemets, assez ridicules, mais pas très réalistes, de quelques dizaines de grammes de CO2 km. Et ce qui s'est passé, c'est que dans à peu près tous les pays, notamment en Europe, la législation a fait qu'il y avait des incentives, enfin des aides, notamment au niveau des taxations pour les véhicules de flotte, ou pour les véhicules, Bruno me le disait tout à l'heure, les véhicules de location. Ce qui fait que les gens, quelqu'un qui a sa voiture qui est donnée en voiture de fonction, il a aussi sa carte Total, ou Total ou Shell, enfin peu importe, et il ne paye pas son essence.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens ne rechargeaient pas, ne rechargent pas. Et donc, évidemment, un plug-in hybride qu'on ne recharge pas, c'est débile. Parce que vous avez la masse de la batterie que vous transportez tout le temps. Donc, par contre, et moi j'ai eu un capture, j'habite du côté de Versailles, j'ai eu un capture plug-in hybride, je faisais 1,5 litre au 100. Parce que quand vous faites que du commuting, quand vous faites juste boulot-travail, vous pouvez toujours vous recharger, soit au boulot, soit chez vous, parce que vous pouvez le mettre sur une prise, alors c'est un peu plus long, mais une prise normale. Et là, il n'y a pas de souci, parce que quand vous êtes tout le temps en électrique, bah, vous ne consommez pas. Par contre, il faut recharger. Et quand vous êtes sur autoroute, il faut vous mettre à vitesse stabilisée. À vitesse stabilisée, par définition, la masse n'intervient pas. Parce qu'en fait, bon, c'est une notion de mécanique de base, mais la masse n'intervient pas. Évidemment, il faut arriver à cette vitesse-là, et là, il y a l'inertie à vaincre, mais après, vous êtes en stabilisé. Et donc, un plug-in hybride, c'est complètement décrié. Toutes les associations d'environnement disent oui, c'est une escroquerie, etc. Oui, c'est une escroquerie parce que, malheureusement, je dirais, beaucoup de gens n'ont pas joué le jeu, et notamment toutes les personnes qui ont des voitures de fonction, comme c'était bas en CO2, du coup, il n'y avait pas les taxes, donc les sociétés achetaient ça, donnaient ça à leurs cadres, et puis eux, ils ne chargeaient pas. Ils n'avaient pas d'incentive parce que c'était la boîte qui payait l'essence, donc c'est un peu débile. Voilà, donc c'est un point important parce que vous verrez, on a une clause de revoyure en 2026, je pense qu'on en parlera sur l'interdiction en 2035 des véhicules thermiques. Dans la clause de revoyure, c'est des choses, au niveau de la communauté européenne, c'est des éléments que nous on collecte, parce que je pense qu'il faut être techno-agnostique quand on fait des choix, il faut que les autorités gouvernementales nous donnent des objectifs, mais il ne faut pas nous imposer les solutions, ce que fait l'Europe aujourd'hui. Je passe maintenant à une autre catégorie qui sont les e-fuels. Donc là aussi, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Donc vous avez deux grandes catégories, les carburants qui sont issus de la biomasse, qui sont à gauche de ce slide, et les carburants qui sont issus d'électricité verte. Alors je vous le dis tout de suite, les carburants qui sont issus de la biomasse posent un problème de base, c'est qu'il faut des cultures, et les cultures sont en compétition avec je dirais, la nourriture humaine. Et donc ça c'est un problème. Alors par exemple au Brésil, à peu près 70% roulent à l'éthanol, mais en fait là-bas, la densité de population au global n'est pas si énorme que ça, mais ça pose déjà des problèmes, parce qu'il y a de la déforestation pour faire de la canne à sucre et faire de l'éthanol. Alors, vous avez l'éthanol, vous avez le biodiesel que vous connaissez bien, il y a du B10, du B20 déjà quand vous achetez du diesel. Alors, du HVO, c'est de l'huile végétale hydrogénée, donc c'est un peu... Donc là, tout ça, c'est complètement validé, mais encore une fois, c'est en compétition avec... il faudrait des surfaces énormes de culture si on voulait basculer massivement là-dessus. Ensuite, vous avez les biocarburants qui sont avancés et biogaz. Alors le TRL, c'est important, ça veut dire Technical Readiness Level. C'est un truc qui vient de la NASA, qui est assez ancien, mais qui est très très utilisé dans le monde technologique. Technical Readiness Level, quand vous êtes à 1, vous êtes dans la recherche fondamentale. Quand vous êtes à 2, 3, vous êtes au niveau, en gros, du proof of concept, de la faisabilité générale. Quand vous êtes à 6, vous êtes à un niveau pilote, et donc vous pouvez l'intégrer en développement. Et quand vous êtes à 9, alors il y a 9 niveaux pour les TRL, vous êtes en série. Donc vous voyez que là, tout ce qui concerne les biocarburants issus de cultures vivrières, fourragères, de déchets ou de résidus, c'est TRL 9, donc ça fonctionne. C'est massivement, par exemple, utilisé en Amérique du Sud notamment, mais également en Europe, puisque vous avez une part de biodiesel, par exemple, ou d'éthanol qui sont intégrés. Quand vous achetez du 95 E10, vous avez 10% d'alcool dans votre pétrole, et les moteurs sont tout à fait réglés pour faire ça. Les biocarburants avancés, l'éthanol lignocellulose, TRL 8, alors max E27, c'est-à-dire que là le problème c'est la quantité de matière, parce que c'est beaucoup de déchets, et donc pour avoir massivement des quantités, je dirais, pouvoir fournir à l'ensemble, vous savez, il y a 1,3 milliard de voitures dans le monde. 1,3 milliard. Donc bon, c'est une flotte importante, et je vais y revenir tout à l'heure. Donc les huiles végétales hydrogénées, donc le bio-GPL, le diesel synthétique et le biométhane. Donc le biométhane, c'est des choses qui fonctionnent.
Donc tout ça, globalement, ça peut fonctionner avec les moteurs d'aujourd'hui, il n'y a pas trop de difficultés. Alors il y a quand même des réglages particuliers. Un moteur éthanol, c'est pas tout à fait un moteur essence classique, mais tout ça, ça peut fonctionner. Ensuite, et ça c'est un point important, ce sont tous les carburants qui sont issus d'électricité verte. C'est tous les carburants gazeux, on y reviendra pour l'hydrogène, le méthane, le GPL. Le GPL, par exemple, les voitures Dacia, vous savez qu'on a la marque Dacia dans le groupe Renault, vend à peu près 60% de GPL, donc de gaz de pétrole liquéfié. Par contre, le gaz de pétrole liquéfié, ça reste encore des hydrocarbures, donc c'est quand même pas la bonne solution. Mais c'est meilleur qu'un carburant classique. Et puis vous avez, alors ce qui fait aussi beaucoup débat aujourd'hui, les carburants de synthèse, qui sont des carburants de synthèse liquide, ce qu'on appelle les e-fuels. Vous avez déjà dû entendre parler de ce terme. Alors les e-fuels, c'est plutôt pas mal. C'est très connu, hein, le procédé Fischer-Tropsch pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les Messerschmitt volaient avec ce pétrole-là. Pourquoi? Parce que les Allemands, à l'époque, ils n'avaient plus accès aux champs de pétrole du Caucase, et ils prenaient du charbon, de la coke, ils prenaient de l'hydrogène, qu'ils obtenaient, eux, en craquant du méthane, donc c'était pas terrible. Enfin bon, à l'époque, c'était l'économie de guerre, et ils avaient un composé, un processus chimique, qui, vous prenez du CO, vous prenez du H2, vous les combinez et vous faites des alcanes, hein, CnH2n+2, et donc les alcanes, c'est quoi? C'est de l'essence. C'est de l'essence. Et donc ça, c'est des procédés qui existent et qui, quand on les fait aujourd'hui et qu'on les rend modernes, c'est-à-dire que l'hydrogène, vous ne craquez pas le méthane, parce que le méthane, c'est un gaz fossile, mais vous hydrolysez de l'eau, vous obtenez de l'hydrogène propre, vert, puisqu'en fait il a été fait avec de l'électricité complètement décarbonée, qui vient des éoliennes, qui vient comment dirais-je, des piles photovoltaïques, enfin des cellules photovoltaïques. Vous obtenez de l'hydrogène, vous capturez, alors c'est là où la difficulté existe, vous capturez du carbone, c'est ce qu'on appelle le DAC, Direct Air Capture. Vous combinez les deux et vous obtenez de l'alcane, donc vous obtenez du pétrole. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? On s'intéresse à ça parce que c'est la seule façon de traiter le 1,3 milliard voitures qui sont dans la rue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les basculer en électrique, parce que la masse, parce que le choc, donc vous ne pouvez pas. Donc les e-fuels sont, et les Allemands poussent beaucoup là-dessus, alors il y a beaucoup de débats, parce que certains, on n'est pas loin des élections, donc je vais citer personne, mais c'est quand même Pascal Canfin, pour ne pas le citer, vous verrez, explique que c'est une connerie, c'est pour les Porsche, pour permettre aux Porsche et aux Ferrari. Non, parce que l'aviation en aura besoin. Comment vous voulez faire décoller un gros porteur si vous n'avez pas une densité énergétique qui permet de le faire? C'est pas avec des batteries, parce que ça ne converge pas. Je vous ai donné la densité énergétique des batteries. Quand vous mettez des batteries dans un avion, pour le faire décoller et pour avoir la puissance au décollage, c'est impossible. Parce qu'il faut en rajouter, donc c'est plus lourd, donc il faut en rajouter, donc c'est plus lourd, et ça ne converge pas. Donc de toute façon, et ça s'appelle les DAC, enfin vous verrez ça bientôt, et donc les e-fuels, c'est un point sur lequel vous allez voir après pour les bilans de cycle de vie, sur lequel il faut travailler, il ne faut pas se fermer les yeux, il faut continuer à travailler les e-fuels, et nous on travaille beaucoup avec Aramco. Et vous savez, toutes ces compagnies qui font des profits énormes, les Shell, les Aramco, les Total, etc., ils sont riches à milliards. Et vous savez où ils opèrent? Ils opèrent souvent dans des pays où il y a du soleil, où il y a du vent, et où par ailleurs, ils sont non pas en train de fabriquer du pétrole ou du gaz, ils sont en train d'extraire du pétrole et du gaz. Et la nuance est importante, parce que vous allez récupérer du pétrole et du gaz, vous ne le fabriquez pas. Là, évidemment, quand on fait des e-fuels, il faut les fabriquer. Par contre, au bout d'un moment, vous savez que le peak oil, on est passé, donc le maximum d'extraction de pétrole, c'était 2008. Donc, de toute façon, on ira inéluctablement vers la fin de l'ère pétrolière. Et donc, on pousse beaucoup ces grands acteurs de oil and gas, comme on dit en bon français, pour investir massivement, alors qu'ils sont riches 1 milliard, dans ces technologies, de manière à générer des e-fuels. Parce que vous avez compris le principe, je capture du CO2,
que ensuite, évidemment, je vais relâcher quand je vais le mettre dans les voitures, mais je n'en crée pas puisque je l'ai capturé et ensuite je l'ai relâché. Donc c'est une manière, en tous les cas, de traiter la flotte existante, et c'est un point important, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on met dans les voitures, les prix des voitures augmentent, et la durée de renouvellement des voitures ne fait qu'augmenter. Elle est passée de 10 ans à 12 ans, 12 ans à 13 ans, et on va vers 13, 14 ans. Et donc là, on a un problème parce que les voitures les plus anciennes sont les plus polluantes et on a beaucoup de mal à les renouveler simplement parce que malheureusement, les voitures, avec les technologies qu'on met, sont aussi beaucoup plus chères. L'hydrogène. Bon, l'hydrogène, c'est une solution. Alors, l'hydrogène n'existe quasiment pas. Alors, on commence à en trouver, mais n'existe quasiment pas sur Terre. Je ne peux pas dire, tiens, j'ai une mine à hydrogène ou j'ai un puits d'hydrogène. L'hydrogène, il existe à l'état oxydé, hein, ça s'appelle de l'eau. Il existe à l'état de méthane, d'alcane, ça s'appelle du pétrole, etc. Il y a de l'hydrogène partout, mais il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas trouver le dihydrogène, la molécule d'hydrogène, vous n'avez pas de source. Donc il faut le créer. Alors comment est-ce qu'on le crée? On le crée, là encore, parce qu'on veut décarboner, on le crée par ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est on hydrolyse de l'eau avec de l'électricité qui a été faite par l'électricité renouvelable, on hydrolyse de l'eau avec des rendements malheureusement qui ne sont pas terribles, des hydrolyses de 50%, et ensuite cet hydrogène, on le met dans ce qu'on appelle une pile à combustible, et je crois que vous avez eu un exposé là-dessus, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et cette pile à combustible, vous amenez l'hydrogène qui se décompose à l'anode, les cations passent à travers des membranes, les électrons libérés passent dans le reste du circuit, et de l'autre côté, vous avez de l'oxygène qui vient récupérer les cations qui sont passés et qui fait de l'eau. Donc une PAC, une voiture avec pile à combustible, ça rejette de l'eau. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, nous, on y travaille beaucoup pour les véhicules utilitaires, parce que l'hydrogène, en gros, plus c'est gros, mieux c'est. Donc ça va démarrer par les bus, il y en a déjà, ça va démarrer par les camions, et nous, on fait des masters hydrogène. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai du son, mais c'est pas grave. Et donc un master hydrogène, alors il y a un petit problème dans l'hydrogène, c'est qu'il faut le stocker. Donc il y a deux manières de stocker de l'hydrogène, soit vous le refroidissez avec de l'azote liquide et il est liquide, mais là évidemment ça a pas mal d'énergie, soit vous le comprimez. Et donc là on est dans des bonbonnes, mais on est dans des bonbonnes à 700 bars. Donc vous savez, quand on fait du chalumeau oxyacétylénique, c'est 200 bars, là on est à 700 bars. Donc c'est des éléments qui sont importants. Alors voilà ce qu'il y a. Il y a l'avantage énorme également de l'hydrogène, c'est que vous pouvez recharger relativement rapidement. Hein. Là, vous avez vu, vous avez un mid-power, donc vous avez une stack. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez un système où vous avez fait arriver l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène arrive des réservoirs. L'hydrogène est décomposé, les électrons passent dans le circuit électrique et font de l'énergie. Les protons passent dans la membrane et vont de l'autre côté se redécomposer avec l'oxygène de l'air pour former de l'eau. Voilà le principe. Donc vous avez des stacks, ça s'appelle un stack en anglais, vous avez des piles qui sont de toutes les puissances, de 30 jusqu'à 100, 150 kW de puissance. Alors, l'hydrogène pour pile à combustible, c'est bien. Sauf que il faut des pompes pour recharger les engins. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est tourné vers les véhicules utilitaires, parce que souvent, les véhicules utilitaires, ils font ce qu'on appelle la tournée du laitier. C'est-à-dire que vous avez une boîte qui a 15, 20 voitures, et donc ils vont livrer, ils rentrent dans les centres-villes, et ils reviennent le soir, ou ils reviennent se recharger. Et donc avec une seule pompe que vous installez, vous pouvez alimenter la totalité de la flotte. Pourquoi? Parce qu'une pompe comme ça, c'est plus d'1 million d'euros. Donc évidemment, aujourd'hui, on a un petit problème on n'a déjà pas assez de bornes de recharge électrique. Donc si on commence à aussi vouloir développer les réseaux hydrogène, c'est un autre problème avec beaucoup d'investissements.
Donc ça commence, aujourd'hui, on aura à travers l'Europe, tous les à peu près 150 km, on aura des bornes à hydrogène sur tout le réseau autoroutier. Pourquoi? Parce que ça va démarrer par les camions. Donc c'est un point important. Alors l'hydrogène, on peut en faire autre chose. On peut l'utiliser sur les piles à combustible, mais on peut aussi le mettre directement dans le moteur. Et là, c'est ce qu'on appelle donc le H2 ICE. Donc ICE, c'est pour Internal Combustion Engine. Et vous pouvez mettre de l'hydrogène. Dans ce cas-là, c'est toujours pareil. Vous avez les réservoirs, vous avez 700 bars. En moyenne, un petit camion comme ça, comme le Master, c'est 2 kg d'hydrogène par 100 km. 2 kg d'hydrogène par 100 km à peu près. Et là, vous avez à peu près les mêmes rendements qu'un moteur thermique performant. Par contre, il faut refaire le moteur, parce que le problème de l'hydrogène, c'est que c'est une toute petite molécule. Il faut refaire toute la lubrification, il faut refaire tout le haut moteur. Il faut évidemment refaire l'injection, puisqu'il faut amener l'hydrogène dans la partie combustion. Mais là, c'est la même chose. Vous avez un allumage commandé. Vous pilotez votre moteur et votre combustion, mais il faut refaire le moteur. Donc ça, c'est un vrai débat aussi. Alors, on y travaille beaucoup. Vous verrez que Alpine, au prochain 24 heures du Mans, dans 15 jours, va présenter une voiture. On y travaille beaucoup. Bon, il faut évidemment de l'hydrogène vert. Donc, vous avez vu, l'hydrogène vert, il est en facteur de tout. Il est en facteur des e-fuels, il est en facteur de l'hydrogène pour la pile à combustible, mais il est aussi en facteur du moteur à combustion interne à l'hydrogène. Parce qu'évidemment, si vous faites de l'hydrogène en craquant du méthane, il n'y a aucun intérêt puisque vous partez du fossile. Donc vraiment, pour le CO2, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est très bien. Par contre, il faut relancer les investissements. Et aujourd'hui, et notamment en Europe, avec l'ICE-ban qui arrive, normalement en 2035, on n'a plus le droit à des moteurs. Et donc aujourd'hui, on a un peu ces débats-là. Parce que théoriquement, on devrait ne faire que des véhicules à hydrogène. Bon, j'ai passé un peu de temps pour les technologies. J'espère que c'était pas trop compliqué et que ça vous permet d'avoir à peu près une idée un peu large de toutes les technologies en discussion. Et maintenant, je vais les comparer entre elles sous l'angle de l'analyse de cycle de vie. Donc, ce qu'on a pris, alors il y a plein d'études dans tous les sens. Ça, ce sont des études qui sont faites dans le groupe Renault, mais qui se basent sur des travaux. Jean-Marie a dit tout à l'heure que j'étais président du comité technique automobile de la plateforme automobile, donc c'est des choses qu'on fait, je dirais, avec l'ensemble de la filière. Bon, on a pris un véhicule moyen, c'est un véhicule de segment C, donc ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. C'est un véhicule de segment C, pourquoi? Parce que ça représente la moyenne un peu entre les petites et les grosses. Donc c'est une voiture moyenne, une Mégane, une 308, une Golf, ce que vous pouvez imaginer. Et on a pris 225 000 km parce que c'est à peu près la durée de vie moyenne de ces voitures. On a regardé, parce qu'évidemment, en fonction de l'origine de l'électricité, vous avez... l'électricité, elle n'est pas toujours décarbonée pareil. Je veux dire, la France est très très décarbonée. On est en moyenne à 60 grammes de CO2 au kilowattheure. Si vous allez en Pologne, vous êtes à 600. Si vous êtes en Allemagne, vous êtes à 250. Si vous allez en Chine, vous êtes à 600. Donc on a regardé en fonction des pays de production de l'utilisation. Et puis, il y a à peu près toutes les technologies que je vous ai décrites avec l'ensemble de leurs caractéristiques. Ensuite, l'analyse de cycle de vie. En anglais, on appelle ça cradle to grave. Donc ça veut dire du berceau à la tombe. Et donc, ça reprend la totalité du CO2 que l'on libère durant toutes les phases. Donc, vous avez les étapes du cycle de vie, l'extraction et la production des matières premières, l'extraction et la production de la batterie, évidemment, quand il y a une batterie, l'extraction et la production de la pile à combustible, évidemment, quand il y a une pile à combustible, l'assemblage des composants, l'assemblage et la maintenance du véhicule, et puis les usages. Et là, c'est un point important, parce qu'évidemment, un véhicule électrique en usage, ça n'émet pas de CO2, puisque vous chargez de l'électricité. Et on ne prend pas en compte l'origine de l'électricité. Là, on la prend. Donc, on va voir ce que ça donne. Et vous avez l'usage, évidemment, en carburant. Tout ça fait l'objet de publications scientifiques. Je vais vous les passer, mais c'est un travail extrêmement sérieux avec l'extraction, la production, l'assemblage, la maintenance et l'usage avec des données. Ce sont des consommations réelles, pas des consommations homologuées. Ce sont des consommations qui viennent des banques d'usage des constructeurs. Et voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois, vous aurez
2021, bon, les chiffres datent de 2020, donc aujourd'hui on va dire, et la projection en 2030. Et là, je vais y aller pas à pas. Vous avez ici, là, donc ce sont en ordonnée, donc vers le haut, vous avez les tonnes de CO2 équivalents. Je répète, véhicule du segment C, donc une voiture allez, 4,30 à peu près, voilà, 5 personnes, voiture familiale normale, pour faire 225 000 et unités fonctionnelles de 225 000 km. Donc là, vous obtenez 50 tonnes de CO2 équivalent, et vous voyez ici que l'usage, c'est 80%. Alors, c'est pas étonnant, parce que quand vous faites le plein, bah, vous remettez du carbone que vous libérez quand vous voyagez. Et la partie production-fabrication, c'est en gros 6 tonnes. Donc une voiture, quand vous prenez tout, sa fabrication, la préparation des matières premières, la peinture de la caisse, tout ça, puis son usage, le carburant que vous mettez, ça produit à peu près, en équivalent CO2, 50 tonnes de CO2. L'électrique, c'est une électrique, c'est la Mégane, 60 kWh, vous voyez, c'est de l'ordre de 18 tonnes. Là, vous avez la phase de production, qui est beaucoup plus élevée, puisqu'il faut faire la batterie. Là, vous avez la phase, pardon, la production de la batterie, elle est là. Et là, vous avez la phase d'usage, qui va dépendre, évidemment, de l'origine de l'électricité. Ici, vous avez le résultat à 17 tonnes d'une voiture moyenne européenne. On a pris moyenne européenne, parce qu'après, vous allez voir, on va être un peu plus spécifique. Et vous avez ensuite la projection en 2030. Donc la projection en 2030, vous voyez que l'essence descend. Pourquoi? Parce qu'on continue à faire des progrès sur les rendements des moteurs thermiques, donc les voitures consomment moins. Et vous avez l'électrique qui descend. Pourquoi? Parce que vous avez des engagements de dépollution de l'origine de l'électricité dans tous les États. Tous les États européens se sont engagés. Alors malheureusement, je pense que les 2 grammes de réchauffement climatique, malheureusement, je pense qu'ils sont derrière nous, mais malgré tout, tous les États se sont engagés à réduire leur impact de CO2, et c'est ça qu'on voit majoritairement dans la baisse que vous avez là. Donc quand on dit est-ce que le véhicule électrique est une bonne solution pour la décarbonation, la réponse est oui, la réponse est 4 fois oui. Quand vous faites, allez, 3 fois oui quand vous faites le ratio. Donc après c'est juste un problème d'accès économique à ce véhicule électrique. Petit détail, mais n'empêche que c'est une bonne solution. Là maintenant, on affine un peu. Vous regardez ici la production moyenne européenne en Chine ou en France. Et vous regardez l'usage moyenne européenne, Chine, France. Toujours pareil, 2021-2030. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le pays de l'électrique, ça doit être la France. Parce que, et je ne vais pas ouvrir le débat sur le nucléaire, mais l'électricité décarbonée, elle est en France. Aujourd'hui, en gros, vous avez les pays nordiques qui sont à 20 à 30 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie électrique. En France, on est à 60, je vous le disais tout à l'heure. L'Allemagne est à 250, l'Espagne à 200, la Pologne à 600. Donc, la France est un pays pour lequel l'électricité, alors maintenant que nos centrales sont réparées, pour lequel l'électricité est fortement décarbonée. Je mets de côté le débat sur le nucléaire, ça a d'autres problèmes, mais n'empêche que le nucléaire fait de l'électricité décarbonée. Et donc vous voyez que vous retrouvez ici votre essence, vous retrouvez la même référence dont je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous fabriquez votre voiture en Chine et que vous l'utilisez en Europe, vous montez. Quand vous la fabriquez en Chine et que vous l'utilisez en Chine, vous êtes pas très loin d'un moteur thermique. C'est pas intuitif. Mais bon, les Chinois se soignent, hein, vous savez qu'ils ont un plan massif de décarbonation de leur industrie. Et vous le savez bien, hein, la Chine a une économie dirigée, les États-Unis ont une économie
aider, et l'Europe a une économie régulée. Vous voulez que je vous le répète? Je répète, parce que c'est... Après, si vous voulez, on peut en discuter. La Chine dirige son industrie. Les États-Unis l'aident. Vous avez vu ce qu'a fait Biden il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? On la régule. Réglementation partout, partout, partout. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec les agriculteurs il n'y a pas longtemps. Mais bon, nous, on n'a pas été sous les ponts. Mais on aurait pu. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici la partie France. La France, c'est le mieux. Et ensuite, vous avez la tendance également qui s'améliore, évidemment, avec les engagements de décarbonisation des États. Ensuite, vous retrouvez les autres technologies que je vous ai indiquées. Vous avez toujours l'essence en référence, parce que je pars toujours de l'essence. Vous avez toujours l'électrique en référence. Vous voyez qu'il est à moins 67%. Et là, vous retrouvez le moteur à combustion interne en E100, donc c'est de l'éthanol. Donc exactement, par exemple, ce qu'on a au Brésil. Si aujourd'hui on généralisait, vous voyez que c'est pas mal. Ça fait 47% de baisse par rapport à un moteur thermique classique. Quand vous prenez un hybride rechargeable, vous faites moins 30%. Évidemment, un hybride rechargeable bien utilisé. Si vous êtes dans le biais que j'indiquais tout à l'heure où vous ne rechargez jamais, forcément vous trimballez vos 100 kg de batterie et vous êtes moins bien. Et pareil, en 2015, une tendance à la baisse, mais vous voyez que l'éthanol, alors c'est le problème, c'est la concurrence entre les cultures vivrières, enfin pour la nourriture humaine et pour le transport, mais sinon c'est une solution qui est vraiment très bien. Dernier point, c'est tout ce qui concerne le moteur à combustion, c'est l'hydrogène, le moteur à combustion hydrogène. Et là aussi, alors je vais essayer de le feinter par l'autre côté. Là, vous voyez les e-fuels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les e-fuels dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme vous capturez le CO2, que vous le combinez avec de l'hydrogène vert pour faire des alcanes, ok, vous le rejetez quand vous brûlez dans vos voitures, mais vous n'en créez pas. Et donc vous voyez que c'est pas mal les e-fuels. C'est 71% par rapport de baisse sur cradle to grave, donc sur la totalité du cycle de vie par rapport à un moteur classique. Vous voyez que c'est pas mal également le moteur pile à combustible hydrogène et le moteur à combustion hydrogène, c'est quasiment le meilleur avec 70%, presque au même niveau que l'électrique. Alors je sais, presque au même niveau, on va dire, que l'électrique. Donc vous voyez que, et c'est là où, par rapport à la clause de 2035, bon, je ne sais pas si vous suivez cette actualité, jusqu'à présent ça montait parce qu'il y avait des aides, il y avait des incentives, etc. L'Allemagne a arrêté toutes les incentives à l'achat de véhicules électriques il y a quelques mois, le marché s'est écroulé. Aujourd'hui, en France, on est autour de 17% naturellement, enfin même pas naturellement, parce qu'il y a quand même pas mal d'aides. On voit aujourd'hui, malheureusement, que le marché des véhicules électriques est très très sensible. Si vous avez de l'aide, ça se vend. Si vous n'avez pas d'aide, ça ne se vend pas. Vous avez vu le leasing social qui a été un grand succès. Mais je ne vous dis pas, le leasing social, c'est un désastre économique pour les sociétés. C'est un désastre économique. Mais bon, si ça peut aider à faire démarrer l'électrique, c'est une chose. Voilà, donc j'ai fini cette partie-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le champ technologique est large. Tout passera par des solutions qui soient décarbonées à la source. Et tous les électrons qu'on va devoir mettre dans le transport devront être décarbonés. Alors ils sont décarbonés par les barrages, par l'éolien, par le nucléaire, Bon, après il y a un débat de société dans lequel je ne veux pas rentrer, mais évidemment, on ne va pas le faire par du charbon, ce que l'Allemagne est en train de faire aujourd'hui. Parce que je vous rappelle qu'un réseau électrique, il est équilibré. Si vous avez rendez-vous chez le dentiste à 8h du matin le lundi, et que le lundi, il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, vous voulez quand même que la roulette tourne. Oui, mais réfléchissez à ce que je viens de dire. Un réseau électrique est équilibré. Vous ne pouvez pas... Donc évidemment, qu'est-ce que font les Allemands aujourd'hui ? Ils allument leur chaudière à charbon. C'est pour ça qu'ils sont à des niveaux très élevés. Donc il faudra que de toute façon, ce sont vraiment des choix de société qu'il faudra qu'on ait. Évidemment, après on peut aussi réduire nos usages, réduire nos besoins, ce qu'il faut faire. Et moi je pense que ça sera une moyenne de tout ça qu'il faudra faire.
Je vais aller sur deux autres éléments. Le véhicule communicant. Alors j'aime bien ça. Ça, c'est une voiture. Ça ne se voit pas. Hein. Mais une voiture, c'est quoi? C'est du design. Bon, on a mis une femme, c'est un peu sexiste, mais je n'avais pas le temps de changer le... Donc le design, c'est important. Hein. Quand vous savez que la raison de choix d'une voiture, c'est à 70% le design. Et deuxièmement, exactement, c'est que c'est aussi à la fin les femmes qui choisissent, comme toujours d'ailleurs. Comme toujours. Vous avez le squelette, l'ossature, c'est ce qu'on appelle la plateforme. Vous avez vu tout à l'heure les plateformes que je vous ai montrées pour le véhicule électrique. Voilà, ça c'est le squelette. Vous avez tous les composants et pièces, les muscles, toute la partie carburant. Donc alors, ça peut être de l'essence, ça peut être de l'hydrogène, enfin tout ce que vous avez, tout ce que je vous ai montré. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est les trois derniers. La distribution électrique, donc là, c'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui le 12 volts. Le 48 volts arrive, c'est ce qu'on appelle le réseau de bord, le réseau de servitude d'une voiture. Les réseaux, c'est tous les faisceaux, ce qu'on appelle les faisceaux, tous les fils. Dans le temps, vous savez, quand je réparais ma 2 chevaux à Louannec, c'était facile, c'était du point à point. Donc là, c'était simple. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, je vais vous le montrer. Et puis, évidemment, vous avez le software, vous avez tout le software, ça c'est le soft. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand vous roulez, si votre voiture, je dirais, allez, après les années 95, voilà ce qu'on a. Alors, c'est un peu compliqué, hein. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a? On a des réseaux qui sont dits multiplexés, avec des calculateurs qui discutent entre eux, sur des réseaux qu'on appelle CAN, bon, peu importe, mais donc ça veut dire qu'il y a des séquences. Ah, c'est à toi de parler, dis-moi ce que tu veux, tiens, c'est à toi. Donc c'est les calculateurs qui discutent entre eux pour une fonctionnalité donnée. Alors ça, c'est bien. Toutes les voitures sont faites comme ça. On a des générations, vous voyez, nous on appelle ça suite. Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Si je reviens en arrière. Voilà, tout ça, ça s'appelle Software Electrical and Electronical Technologies, et chez nous, ça s'appelle Suite, peu importe, mais c'est la manière, on cadence nos sorties de voiture avec un numéro pour les suites. Et donc, vous voyez, la Clio, c'était Suite 100, la Mégane, c'est Suite 200, et toutes les voitures que je sors en ce moment, la R5, la Rafale, la Symbiose, le nouveau Master, etc., sont ce qu'on appelle ensuite 400, qui intègre la nouvelle réglementation Global Safety Regulation 2, enfin peu importe. Mais voilà, donc c'est les suites. Alors, ça c'est vachement bien, sauf que quand vous avez une fonction qui traverse plusieurs calculateurs, par exemple les aides à la conduite, ou la traction, ou diriger le véhicule, par exemple. Diriger le véhicule, maintenant vous avez des caméras, vous savez, quand vous restez dans la ligne, eh ben, vous voyez bien que c'est de l'intersystème. Vous avez une caméra qui va capter, un radar qui va capter, ensuite il va y avoir une fusion, on va construire un horizon électronique, on va décider de la trajectoire que doit suivre la voiture, cette trajectoire va être confiée à la direction assistée qui va tourner le volant. Donc vous voyez bien qu'on est dans un intersystème complet avec tous les calculateurs qui doivent discuter entre eux. Et là c'est notre problème, parce que c'est pour ça qu'on doit faire des générations. Parce que quand vous avez des exigences nouvelles qui arrivent, il faut refaire tout le dialogue entre les calculateurs. Et donc c'est pour ça qu'on va changer. On va changer complètement, on est en train de changer. Alors vous voyez, vous avez entre 40 et 50 calculateurs par voiture, ce que vous avez sur vos voitures. Vous avez 25 réseaux et à peu près 15 000 paramètres à régler pour que votre voiture fonctionne. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Eh bien, on veut faire ce que vous faites avec votre téléphone. C'est-à-dire, quand vous avez votre téléphone, j'ai donné le mien à ma femme, donc je ne l'ai pas là, mais quand vous chargez une nouvelle apps, vous ne changez pas de téléphone. Vous ne changez pas de hardware. Vous avez un système d'exploitation. Vous avez ce qu'on appelle des API qui permettent de gérer entre les différentes couches, et vous allez télécharger sur votre téléphone un truc qui va marcher. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la voiture, c'est-à-dire que la voiture va devenir un smartphone sur roue. C'est-à-dire que globalement, le hardware va être conçu. Alors, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que tout ça, ça coûte un peu d'argent, parce qu'évidemment, il faut surdimensionner les calculateurs hardware
comme un PC en fait. Hein. Enfin, pour ceux qui font du jeu, quand vous achetez un PC, au bout d'un moment les jeux sortent, puis tac, votre truc il peut plus. Il faut changer la carte graphique, il faut changer la carte mère, ou alors il faut quasiment changer. Là c'est pareil. Donc là on va prendre des calculateurs de chez Intel, de chez Nvidia, de chez Qualcomm, de tous ces gars-là. On met des gros calculateurs de manière à ce que votre voiture, durant 10 ans, elle pourra télécharger un certain nombre d'applications nouvelles sans que vous ayez du tout à changer les choses. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une plateforme physique, bon là vous avez les partenaires avec qui on le fait, vous avez une plateforme physique, ça c'est le hardware. Vous voyez que globalement vous avez beaucoup moins de calculateurs, vous avez un gros calculateur qui est ici, qui est ce qu'on appelle un high power computer, c'est vraiment une grosse bécane qui va faire quasiment la totalité de la fonctionnalité de la voiture et dans lequel tous les softwares seront, et vous avez quelques calculateurs zonaux, là on en a 3 dans notre architecture, et ici vous avez tout l'infotainment, tout ce qui va gérer l'écran, la navigation, les télécommunications, etc. Et donc vous voyez que par rapport aux 40, on va passer à 5 ou 6. Donc ça c'est un point important. Et là je vais vous passer un petit film, alors je suis désolé, les trucs sont en anglais, mais je vais vous le commenter en temps réel. Voilà, donc ça s'appelle un Software Defined Vehicle, hein, c'est le terme SDV. Donc ça peut évoluer par téléchargement, ça peut se connecter à l'écosystème, et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la voiture, bon, normale, vous aurez la couche hardware, voilà, avec les quelques calculateurs dont je vous ai parlé, évidemment des capteurs. Vous aurez dessous un système d'exploitation. Alors là, vous avez des réseaux qui sont des réseaux Ethernet, on passe en Ethernet complet dans les voitures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec des très hauts débits. Vous avez ensuite un système d'exploitation qu'on appelle le digital chassis. Donc ça, c'est des développements que l'on fait, donc bon, c'est différent, bon, pour ceux qui ont fait de l'informatique ou de l'architecture logicielle, ils vont reconnaître, mais vous avez un car operating system, donc là qu'on fait en ce moment avec les équipes de Google aux États-Unis et à Toulouse. Ensuite, vous avez une couche d'application, et tout ça vous fait le digital chassis. Et tout ça passe, vous avez un twin, vous avez un jumeau dans le cloud. Donc votre voiture, elle est dans le cloud. Et le cloud a l'image de votre voiture. Donc ça veut dire que vous avez un problème, on sait simuler ce qui se passe et recharger over the air de manière à résoudre le problème. Alors ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà. Sur les dernières voitures, vous avez à peu près une dizaine de calculateurs qui sont téléchargeables over the air. Donc ça apparaîtra en 2026, en tout cas pour le groupe Renault. On est plutôt pas mal. On travaille avec donc celui qui fournit les calculateurs, les chips, c'est Qualcomm, un Américain. Celui qui fournit les calculateurs intégrés, c'est Valeo, un Français que vous connaissez. Celui qui fait le CarOS, donc l'operating system, c'est Google. Et puis toute la couche d'applicative et la synthèse, c'est Renault. Voilà. Donc moi j'ai des équipes qui travaillent là-dessus un peu partout dans le monde et qui développent ces produits. Un dernier mot, et j'aurai terminé, sur la sécurité. Alors j'y tiens parce qu'à chaque fois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je parle devant un public, je parle toujours de la sécurité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet important. Vous avez ici, alors bon, on a pris la France, on aurait pu prendre... Vous savez combien il y a de morts en Inde chaque année? Ouais, il y a plus de 300 000 morts en Inde. C'est énorme. Donc, bon, en France, c'est 3 000. C'est toujours trop, hein, c'est un peu plus de 3 000. Vous voyez la courbe ici, là. Et là, vous avez la mortalité routière. Alors, vous vous souvenez tous quand est-ce qu'on a mis la ceinture, hein, vous avez tous les événements qui sont là, vous avez la loi sur l'alcoolisme, vous retrouverez les radars de Sarkozy un peu plus tard, voilà. Et donc, globalement, regardez, ça diminue. Ici, vous avez le Covid. Et malheureusement, on est scotché à 3 000 morts. Depuis maintenant, toujours.
on est scotché à 3000 morts. Alors, vous allez dire, c'est quand même une belle descente. C'est surtout une belle descente quand on regarde le trafic. Parce que la courbe bleue, c'est le trafic en milliards de kilomètres équivalents. Donc en fait, on a baissé très fortement l'accidentologie, la mortalité, mais avec un trafic, lui, qui a quasiment quintuplé, quoi. D'accord ? Mais ceci étant, après, ça te fait un débat philosophique. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Donc on a un vrai problème, et on veut aller vers le zéro accident. Alors, d'où viennent, et c'est là où est mon message, c'est peut-être le flip le plus important de la présentation, d'où viennent les accidents. Alors, il y a 3 catégories d'âge. Bon, là, je crois qu'on n'est pas tellement dans les 18-35 ans, et qu'on est plutôt vers les 55 ans, là. Hein. Mais quand même, vous voyez ici l'accidentologie, la vitesse, l'alcool et les dépassements dangereux, vous voyez, vitesse 44%, 31% pour l'alcoolisme, pour l'alcool, et les dépassements dangereux, donc le gars qui fait le fou, 6%, les drogues 13%. Donc vitesse, alcool et drogue, l'immense majorité, le tiercé gagnant, des blessés graves et des morts sur la route, quand on a entre 18 et 35 ans. Quand on a 35 à 54 ans, donc là, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui sont concernés, on trouve à peu près le même tiercé, mais pas dans le même ordre. Vous avez la vitesse qui devient identique à l'alcoolisme avec 29%, donc 30-30, et vous avez les drogues qui sont à 13%. Vous voyez que la vitesse chez les jeunes, c'est largement la cause de mortalité la plus élevée. Et quand on a 55 ans, donc là je sens beaucoup d'attention dans la salle, vous avez la perte de conscience 23%, donc en gros, je m'évanouis. Vous avez le refus de priorité, alors je ne sais pas s'il ne faut pas l'accrocher à la distraction, à 20%, donc en fait je ne vois pas, je suis inattentif, voilà. Et vous avez la vitesse, là on est quand même beaucoup plus raisonnable à nos âges, 9%. Alors on voit apparaître le contresens, vous vous souvenez, sur la route entre Guingamp et Lannion, il y avait c'était pas idiot, mais en rapport coût-efficacité, moi j'aurais pas à miser là-dessus. Hein, voilà. Donc c'est un point important, 90% des accidents mortels sont d'origine de comportement humain. Oui, parce qu'il y a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres éléments, mais on a mis les principaux. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, c'est un travail entre Stellantis et le groupe Renault. On a un lab commun qui date depuis des années et des années, où nos équipes vont sur les accidents, repèrent la manière dont les accidents ont eu lieu, font des calculs de biomécanique, et tout ça est injecté dans nos calculs de dimensionnement de nos voitures. Alors on essaye de traiter. Bon, là je fais un peu de pub pour Renault, mais on essaye de traiter avant l'accident, pendant l'accident et après l'accident, c'est les trois étapes. Prévenir, corriger, protéger, secourir. Et on a introduit récemment 2 innovations qui sont, je crois, assez malines. La première, c'est le Fireman Access, vous l'aviez vu tout à l'heure sur le film de la Scénic. Vous avez un pépin, si jamais le feu démarre sur la véhicule électrique, en fait les pompiers, ils mettent la lance à incendie dans le Fireman Access, ils mettent la flotte et tout est noyé, et donc évidemment, comme vous n'avez plus d'oxygène, ça s'éteint instantanément. Sinon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des feux de voitures électriques, c'est assez effrayant parce que ça part très très vite. Il y a eu un bus de Bolloré qui a brûlé il y a quelques mois à Paris, c'était assez impressionnant parce qu'une fois que ça part, alors c'est pourquoi en fait, c'est parce que l'électrolyte, c'est un composé organique, et en fait il est instable au-delà de 50 degrés, il passe en phase gazeuse, et il est hautement inflammable. Donc à partir du moment où une cellule part, ça se propage et toutes les autres partent. Et l'autre élément important, c'est on travaille ça avec les pompiers du monde entier, c'est que maintenant sur toutes les Renault, vous avez un petit code barre, pour aller voir sur ma voiture, un petit code barre, les pompiers arrivent, en cas d'accident, ils scannent le code barre et ils ont accès à la logique de désincarcération directement. Où est-ce qu'il faut couper, quels sont les points faibles, de manière à sortir les occupants, parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire dans la première heure,
En fait, tout se passe dans la première heure. Si vous êtes secouru ou si vous n'êtes pas secouru, les taux de survie, si vous êtes secouru pendant la première heure, je crois que la probabilité de survie est multipliée par 2 ou 3, alors qu'évidemment, si c'est au-delà de ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, messieurs, dames, je pense que j'ai terminé. Maintenant, je suis ouvert à vos questions.